Très bien, mes chers collègues, monsieur le rapporteur. Comme souvent, l'ordre du jour de notre commission sera donc chargé en texte législatif dans les prochaines semaines. Nous devons donc désigner les rapporteurs sur 6 propositions de loi qui seront donc examinées en commission la semaine prochaine pour la première, puis le mercredi 16 novembre pour les 3 suivantes, et enfin le mercredi 23 novembre pour les 2 dernières. Cela fait bien 6, effectivement. Donc, il s'agit de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à la Poste, la proposition de loi de Caroline Fiat portant réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés grâce à un protocole sanitaire renforcé, également la proposition de loi de Louis Boyard visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation, la proposition de loi d'Alexis Corbière visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net, la proposition de loi que j'ai déposée visant à améliorer l'encadrement des centres de santé, la proposition de loi de Stéphanie Rist portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Pour la première de ces propositions de loi, j'ai été donc saisie de la candidature de Stéphane Travert et pour les 5 autres de leur premier signataire. Y a-t-il des objections? Il en est donc ainsi décidé. Nous concluons ce matin nos travaux sur le projet de loi de finances pour 2023 avec l'examen des crédits de la mission régimes sociaux et de retraite et du compte d'affectation spéciale pension. Comme pour les précédentes discussions budgétaires, je me permets quand même ce rappel, je donnerai donc d'abord la parole à notre rapporteur Nicolas Turquois pour 10 minutes, puis aux orateurs des autres groupes politiques pour 5 minutes, viendront ensuite les autres questions pour 1 minute chacune. Puis nous examinerons les 7 amendements dont la commission a été saisie. Je vous remercie, mes chers collègues, et je passe tout de suite la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Donc je vais présenter ce rapport consacré au compte d'affectation spéciale pension à la mission régimes sociaux de retraite. C'est peut-être l'occasion un peu de faire de la culture générale sur le sujet des retraites, parce qu'on a tous compris, quel que soit ce qu'on peut en penser, que c'est un sujet qui va sûrement revenir d'actualité. Donc il y a une partie qui correspond à la partie du PLF sur les retraites et une partie thématique que je vous évoquerai sur un sujet qui me tient à cœur, la transparence en matière de retraite. Sur la partie PLF, la mission se découpe en deux parties, 2 sujets. Le compte d'affectation spéciale. Créé en 2006, le compte d'affectation spéciale pension regroupe les crédits des régimes de retraite et d'invalidité dont l'État a la charge, qu'il s'agisse des fonctionnaires civils, des ouvriers d'État et des militaires. Comme tout compte d'affectation spéciale, il est soumis à une obligation d'équilibre. Son solde budgétaire cumulé correspond à la différence entre la somme des recettes et la somme des dépenses depuis la création du compte, et il doit toujours être excédentaire. Les crédits du CAS pension, comme on l'appelle, fixés à 61,1 milliards en 2022, connaissent une importante hausse pour s'établir à 64,3 milliards dans le projet de loi de finances pour 2023. Les crédits de la mission régimes sociaux de retraite, eux, augmenteront simplement de 0,57%, essentiellement liés à des questions d'effectifs. Je souligne que les programmes composant ces 2 missions connaissent, lorsque cet effet est composé par la baisse, hormis les effets compensés par la baisse du nombre de bénéficiaires, une forte hausse imputable à la revalorisation anticipée des retraites de 4%. Donc ça, c'était pour le compte d'affectation spéciale pension, qui regroupe, comme je l'ai dit, 3 programmes. Le programme 741, les pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité. Le programme 742, les ouvriers d'État. Et le programme 743, c'est celui de la solidarité nationale, qui regroupe la reconnaissance de la nation à travers la retraite du combattant, les traitements attachés à la Légion d'honneur, les pensions d'Alsace-Moselle pour les ministres de certains cultes, l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs plus connus sous le nom de harkis, des pensions liées à l'ORTF, voilà, des systèmes plus anciens.
La mission régimes sociaux et de retraite, elle regroupe un grand nombre de régimes spéciaux de retraite qui se caractérisent par une création ancienne, souvent antérieure à la sécurité sociale, et un fort déséquilibre démographique. Celui-ci rendant impossible l'autofinancement, il est compensé par le versement de crédits de l'État au titre de la solidarité nationale. Donc dans cette mission, on retrouve le régime des salariés de la SNCF, des agents de la SNCF, celui des agents de la RATP et quelques autres régimes encore plus anciens. On peut citer un côté historique, les anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'Outre-mer, des anciens chemins de fer d'intérêt locaux. Et puis, en dernier, le programme 195 regroupe les retraités de la CEITA, les anciens tabac et allumettes. Donc ça, c'est pour la partie liée au PLF. Et puis, dans ce rapport, il y a toujours une partie plus thématique. Mon prédécesseur, Molker Belhaddad, l'année dernière, avait choisi, dans cette partie thématique, d'aborder la question de l'âge de départ en retraite. Je me suis dit que cette année, c'était peut-être pas le sujet que je devais porter, hein, c'est peut-être pas à moi de le porter en tous les cas. J'ai choisi, et je trouve que quelles que soient nos sensibilités politiques, ça a du sens, les questions liées aux démarches des particuliers en matière de retraite, sur la transparence, l'accès, les informations, et je m'adresse notamment à nos nouveaux collègues. Vous allez forcément avoir un certain nombre de personnes qui vont pousser la porte de votre permanence et qui vont faire état des difficultés dans la compréhension de la retraite pour l'obtenir d'une part et pour comprendre en quoi elle correspond à ce qu'ils ont eu comme carrière. Donc c'est le sujet que j'ai choisi par des auditions que j'ai fait avec l'administrateur qui est à côté de moi, donc je remercie à cette occasion, Monsieur Livenet. La liquidation de la retraite est vécue par nombre de nos concitoyens comme une épreuve. Elle est souvent perçue comme difficile à réaliser tant par les interlocuteurs à contacter que par les documents à fournir. Le résultat du calcul est généralement inférieur aux attentes, mais très souvent incompris et suspecté inexact. Cette perception est confortée par plusieurs études. La Cour des comptes estimait en mai 2022 qu'une pension liquidée sur 7 était entachée d'erreurs pour celle liquidée en 2021. Un autre rapport indiquait que 24% des assurés ne liquident pas toute leur retraite et que pour ces personnes-là, cela correspond à un manque à gagner de 40 € mensuels. Outre ces études, de nombreux témoignages, soit de particuliers, soit de professionnels de la retraite, font état d'assurés sans aucun revenu jusqu'à 6 mois après le départ en retraite, faute d'un calcul définitif des droits par les caisses. Et une fois la pension versée, l'incompréhension demeure sur les éléments pris en compte et les modalités de calcul ayant déterminé le montant de la dite pension. Les causes de ces difficultés sont bien identifiées et documentées. Nous pouvons citer la complexité de la reconstitution de la carrière, des carrières, notamment des débuts de carrière et des carrières les plus hachées, la multiplicité des régimes et la difficile articulation de leurs règles, notamment en matière de droits liés aux enfants, mais aussi et surtout en matière de réversion, le principe de quérabilité des pensions, qui ne permet d'obtenir une pension qu'après une demande, mais qui peut se trouver bloquant pour bénéficier de mécanismes de solidarité. Et là, je pense, c'était d'actualité, le dispositif Chassaigne s'est vu bloqué, qui devait revaloriser les retraites agricoles, s'est vu bloqué par l'existence de pensions non liquidées par les demandeurs. On pourra y revenir. Les questions des contrôles d'existence, vous verrez toujours, vous aurez aussi des demandes d'un certain nombre de personnes qui doivent prouver leur existence comme quoi ils sont vivants, mais ça peut être drôle, vu de l'extérieur, pour des personnes qui sont âgées. Il y a un côté parfois douloureux qu'on leur pose cette question. La difficulté d'échanger en direct avec les caisses de retraite pour lever les questions liées à l'électronisme ou apaiser les tensions liées à l'incompréhension autour des démarches à effectuer ou des calculs réalisés. Si toute démarche administrative est souvent source d'appréhension par nos concitoyens, il faut souligner que celle concernant la retraite a deux aspects amplificateurs de stress. Elle détermine tout d'abord potentiellement à minima l'essentiel, voire souvent l'intégralité des ressources financières du demandeur pour le reste de ses jours. Elle est ensuite une expérience unique. Le plus souvent, la demande de retraite n'est faite qu'une fois, sauf exception si on accompagne un proche dans ses démarches. Il n'y a donc pas la possibilité de s'améliorer à la demande suivante. Les pouvoirs publics ont bien conscience des difficultés liées au départ en retraite et au manque d'information et de transparence sur les démarches à effectuer. Un droit à l'information existe dans le Code de la sécurité sociale.
Il s'est traduit par l'envoi à minima tous les 5 ans, à partir de l'âge de 35 ans, d'un relevé individuel de situation, où doivent figurer notamment les différents régimes où l'assuré a cotisé, la durée et les montants. Il prévoit aussi, dès 45 ans, un entretien d'information retraite et une estimation indicative globale à 55 ans. Matériellement, ce droit à l'information est rendu effectif par le GIP Union Retraite, qui regroupe l'essentiel des caisses de retraite de base et complémentaires et qui a développé un portail interrégime Mon Compte Retraite, que je vous invite à aller voir. C'est assez simple d'accès et bon nombre de nos concitoyens ne le connaissent pas encore. Ce dernier permet à l'assuré de visualiser son relevé de carrière, en particulier les périodes problématiques, d'estimer sa retraite et désormais de faire la demande de liquidation de sa retraite à toutes les caisses dont il a relevé de manière simultanée. Au-delà de cette mise en commun de l'information et de la demande de liquidation, le législateur a aussi permis il y a quelques années la mise en place des régimes alignés, la LURA, qui concerne les salariés du régime général et les salariés du régime agricole, ainsi que certains indépendants. Les maisons France Service sont aussi une autre démarche portée par les pouvoirs publics qui permet de faciliter l'échange entre les assurés et leurs caisses. Elle mérite d'être développée, on pourra y revenir. Malgré des avancées indéniables, des pistes pourraient être travaillées pour que les démarches liées à la retraite gagnent en transparence et en compréhension. Il faudrait, à mon sens, expliciter la règle de calcul de la liquidation sur l'application Mon Compte Retraite. C'est un vrai élément de complexité. Mettre en place un statut de tiers déclarant pour effectuer les démarches en ligne de façon simplifiée. Paradoxalement, les demandes de réversion de personnes qui ont en moyenne 90 ans sont faites beaucoup plus en ligne que des demandes de retraite à 65 ou 70 ans. Mais clairement, à 90 ans, ce sont les enfants et les petits-enfants qui font la demande, ça ne pose pas de problème. Par contre, des gens qui sont sous tutelle ou curatelle, c'est extrêmement compliqué pour le tuteur ou le curateur de faire la démarche puisqu'il n'y a pas de statut, de tiers déclarant totalement consolidé, même si c'est une démarche qui est en cours. Questionner, ce que j'évoque aussi, questionner le principe de quérabilité de toutes les pensions de retraite au-delà d'un certain âge. Le principe de quérabilité, c'est qu'il faut demander sa retraite. Et quand, par exemple, je vais citer cet exemple, j'ai eu le cas d'un agriculteur de 85 ans qui n'était pas éligible à la loi Chassaigne parce qu'on lui avait détecté une pension non liquidée du régime général qu'il avait fait au début de sa carrière. Il fallait que cette personne mobilise des moyens intellectuels, administratifs importants pour quelques euros de plus par mois pour pouvoir bénéficier de la revalorisation Chassaigne d'une centaine d'euros. Donc il y a un côté surprenant de cette démarche. Dans les méthodes plus larges, et je vais en finir là-dessus, au-delà, on pourra revenir sur ce qui concernait le système universel de retraite, mais peut-être pourrions-nous quand même nous questionner sur l'unification des règles de calcul de réversion, qui sont une vraie difficulté dans l'application des règles quand il y a eu plusieurs conjoints et parfois de façon ancienne. Enfin, il faudrait aussi questionner l'intégration d'un certain nombre de régimes qui ne sont pas intégrés au GIP Union Retraite et qui complexifient encore le sujet de la demande de retraite pour un certain nombre de nos concitoyens. Voilà grosso modo les quelques éléments qui me sont apparus importants, mais peut-être je vais compléter en répondant aux questions des différents intervenants. Je vous remercie. Très bien, merci bien, monsieur le rapporteur. Je passe tout de suite la parole à madame Annie Vidal pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour vos propos très clairs sur cette mission, chers collègues. La mission interministérielle régimes sociaux et de retraite porte les subventions de l'État qui permettent d'assurer l'équilibre financier de plusieurs régimes spéciaux de retraite dans l'impossibilité de s'autofinancer en raison de leur déséquilibre démographique. Il s'agit principalement des régimes de retraite des agents du cadre permanent de la SNCF et des agents du cadre permanent de la RATP, du régime social des marins et du régime des anciens mineurs. La mission verse également une subvention au dispositif de départ anticipé des conducteurs routiers. Les caractéristiques démographiques de ces régimes sont proches et marquées par un fort déséquilibre cotisants-pensionnés. Ce déséquilibre est maximal pour des régimes fermés comme celui de la SNCF, fermé depuis le 1er janvier 2020, des mines ou de la CEITA. Il est encore très important dans les régimes des marins ou bien de la RATP. Au total, le budget de la mission est de 6,14 milliards, en hausse de 3,2% par rapport à 2022. Par ailleurs,
Les crédits du compte d'affectation spéciale pension fixés à 61 milliards d'euros en 2022 connaissent quant à eux une hausse importante pour s'établir à 64,3 milliards dans le projet de finances de 2023. Cette augmentation est principalement due à la revalorisation de 4%. Cette mission donc comporte 3 programmes. Le programme 198 relatif aux régimes sociaux et de retraite des transports terrestres, dont la dernière évolution significative a concerné le régime de la SNCF avec la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Le groupe public ferroviaire a ainsi cessé de recruter au statut SNCF à compter du 1er janvier 2020, ce qui a eu pour effet de transformer la population des agents statutaires SNCF en un groupe fermé de cotisants. Depuis, les personnels recrutés par la SNCF sont affiliés au régime général, Agirc et Arco. La loi de financement de la sécurité sociale de 2020 dispose qu'à compter de 2020, le régime spécial des agents du cadre permanent de la SNCF est compensé par l'État des pertes de ressources résultant de la fermeture du statut. Le programme 198 de 4 milliards dont 3,45 milliards pour la SNCF, est en hausse de 1,76% par rapport à 2022. Le programme 197 est quant à lui relatif au régime de retraite et de sécurité sociale des marins. Il retrace la participation financière de l'État au régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de la mer, ainsi que la subvention pour charges de service public destinée à couvrir les coûts de fonctionnement de l'Établissement national des invalides de la marine, le NIM, qui en assure la gestion et qui est en cours de transfert à la COS. La démographie est aussi là très déséquilibrée, et les droits dérogatoires pour la liquidation des pensions de retraite des marins nécessitent une contribution de la solidarité nationale à hauteur des 3/4 des dépenses de la branche vieillesse. Ce programme de 802 millions d'euros est identique à 2022. Quant au programme 195, il concerne les régimes de retraite des mines, de la CETA et divers autres régimes qui ont eux aussi une caractéristique commune qui est celle d'être en déclin démographique. Certains sont quasiment éteints. Cette situation spécifique conduit l'État à leur verser également des subventions pour assurer leur équilibre financier. Ces subventions s'élèveront à 1 milliard en 2023, en diminution de 3,6% par rapport à 2022, notamment en raison de la baisse tendancielle du nombre des pensionnés. La mission régimes sociaux et de retraite regroupe ainsi un grand nombre de régimes spéciaux de retraite caractérisés par une création ancienne et un fort déséquilibre démographique, rendant de facto impossible l'autofinancement et, de ce fait, nécessitant d'être soutenus par la solidarité nationale. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la conclusion de la Cour des comptes qui estime qu'une pension sur 7 est entachée d'erreurs et qu'un certain nombre d'assurés ne liquident pas tous leurs droits, et cela engendre un manque à gagner de 40 € par mois. Comment faciliter la liquidation de la retraite tout en réduisant ce taux d'erreur? Première question. Deuxième question, vous préconisez que les maisons France Service, que nous avons considérablement développées sur tout le territoire, puissent faciliter l'échange entre les assurés et leurs caisses. Quelle en serait, selon vous, la déclinaison, la bonne déclinaison opérationnelle, et à quel coût pour les finances publiques? Je vous remercie. Merci bien. Madame Bénédicte Ozano pour le Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Nous traitons ce matin des régimes spéciaux de retraite. Permettez-moi d'élargir le débat. En effet, lorsqu'on prononce le mot de retraite, aujourd'hui en France, toutes les pensées se projettent immédiatement vers le sort très spécial que vous comptez imposer aux retraités et à certains donc de leur régime. Là est le débat de fond, là est l'actualité, là est le vrai sujet. Le président de la République l'a redit récemment, il veut la retraite à 65 ans. Une volonté qui n'est jamais de l'exécution docile des attentes de la Commission européenne. Il veut également, et sa majorité aussi relative que soumise le suit, faire main basse sur le trésor des 90 milliards de cotisations et des 60 milliards de réserves de l'Agirc Arco, la caisse complémentaire de retraite du secteur privé. L'Agirc Arco, c'est 70 ans d'existence, 50 millions de Français cotisants, 2 millions d'entreprises et 13 millions de retraités. Et pas de dette. C'est une gestion exemplaire donc et sans heurts social. C'est un outil qui fonctionne, ce n'est plus si courant dans notre pays. MEDEF et CGT, dans un accord qui montre que le débat n'est pas idéologique, dénoncent votre décision.
Et pourtant, malgré cette opposition syndicale, malgré sans doute celle d'une majorité de parlementaires, sans consulter les Français une fois de plus, vous passez en force, vous menacez d'un nouveau 49.3. Plus généralement, votre réforme annoncée des retraites est celle de la paupérisation, de la précarisation. Imposer le travail jusqu'à 65 ans lorsque l'on mène une politique d'ubérisation économique et sociale, c'est projeter dans la misère des millions de Français. Nous avons un taux d'emploi des plus de 60 ans parmi les plus faibles de l'OCDE. De 2017 à aujourd'hui, au-delà des discours, vous n'avez rien fait pour y remédier. Fin 2021, 43,9% des travailleurs âgés de 55 à 64 ans n'occupaient aucun poste. Pour les plus de 60 ans, la statistique est plus terrible encore. Les 2/3 n'ont pas de travail et pas encore de retraite. Tout le monde est touché, l'ouvrier comme le cadre supérieur. Début octobre, le ministre du Travail a annoncé qu'il était envisagé qu'un retraité cumule retraite et emploi et que ce dernier lui ouvre des droits supplémentaires pour sa retraite. Traduction, une retraite ne garantira plus une vie décente, ce qui est déjà parfois le cas, mais vous allez amplifier le phénomène. Pour conclure, il convient de citer encore et toujours le rapport du Conseil d'orientation des retraites de juin 2021 qui indique à sa page 7 que la part des retraites dans le PIB français ne bouge guère jusqu'en 2070. Je cite « Malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif de la population française, les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l'horizon de la projection, c'est-à-dire 2070. » C'était un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire que nous traversons depuis début 2020. C'est un résultat qui demeure valable après crise. Fin 2019, Thierry Breton, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, nommé par Emmanuel Macron commissaire européen au marché unique, affirmait nécessaire la retraite à 65 ans, mettant en avant l'évolution de l'espérance de vie. Il est vrai que M. Breton gagne à 70 ans 270 000 euros par an, sans parler des 26 millions d'euros bruts de rémunération gagnés dans son ancien poste. Dans ces conditions, en effet, travailler jusqu'à 70 ans, pourquoi pas ? Vous gérez les retraites comme on manipule une machine, et votre machine, c'est celle de la privatisation, de l'ouverture des marchés, des frontières, de l'ubérisation et de la désindustrialisation. Votre politique est au service des gagnants de la mondialisation. Pour nous, les retraites, ce sont avant tout des hommes et des femmes. C'est aussi une communauté nationale, des citoyens. C'est là toute la différence entre nous. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise NUPES. Merci Madame la Présidente. Micro. Pardon, c'est bon, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur a souhaité qu'on profite de ce moment pour faire un épisode de culture générale sur les retraites, et je pense qu'il a tout à fait raison, et donc je vais m'inscrire dans le sillon qu'il a ouvert pour contribuer au débat par une petite démystification d'un élément important. Généralement, les partisanes et les partisans d'un report de l'âge de départ à la retraite agitent dans tous les sens le rapport entre employés et retraités en nous disant que le nombre de retraités par employé va doubler et que donc nous serions dans un épisode pré-apocalyptique quasiment. Mais tout cela est sur le plan comptable avant tout un jeu de bonneteau, car les employés ne financent pas uniquement des retraités, ils financent des enfants, des inactifs de différents statuts. Et c'est cela qu'il faut regarder pour bien saisir où va notre société. Quel est le rapport entre le nombre de gens en emploi et le nombre de personnes qui ne sont pas en emploi, afin de savoir de quelle manière on peut mutualiser les solidarités. C'est ce rapport qu'on appelle le ratio de dépendance qui me semble être la variable clé de nos débats, qui n'est pas évoqué ici. Et pourquoi il n'est pas évoqué ? Tout simplement car ce ratio de dépendance, depuis maintenant 15 ans et pour les 30 ans qui viennent, est stable. La courbe est plate, c'est-à-dire que les employés du pays doivent effectivement financer de plus en plus de retraités, mais de moins en moins d'enfants, d'inactifs, d'invalides, etc. Donc, dès lors, se focaliser exclusivement sur le rapport entre employés et retraités est un miroir déformant. Oui, d'ici 2050, il faudra accroître de 40% environ les recettes de l'assurance vieillesse, mais uniquement de 10% l'ensemble global des recettes de la protection sociale. Dès lors, non seulement, évidemment, on peut souffler un peu plus tranquillement dans le débat, mais on peut aussi réfléchir à différents types de solutions, comme une hausse modérée des cotisations, comme un déplafonnement de la cotisation vieillesse. On rappellera aux personnes qui nous écoutent qu'au-dessus de 3 428 €, on ne contribue presque plus à l'assurance vieillesse. Mise à contribution de plusieurs revenus, comme la prime Macron qui ne contribue pas
à notre protection sociale et à nos régimes de retraite, comme nous l'indiquions en votant contre au mois de juillet. D'autant que le report que vous envisagez de l'âge de départ à la retraite pose une question sanitaire extrêmement importante. Le gouvernement s'est montré incapable d'ouvrir les lits d'hôpitaux lorsqu'il y avait une épidémie, mais vous voulez créer une nouvelle crise sanitaire en maintenant au travail des personnes jusqu'à l'âge de 65 ans, alors qu'ils ont généralement le dos cassé, qu'ils tombent malades, qu'ils sont empoisonnés par les produits qu'ils ou qu'elles manipulent. Les chiffres sont assez clairs. Après 50 ans, 40% de nos compatriotes ont connu un épisode long de maladie, d'invalidité ou de chômage. Quant aux régimes de retraite, qui sont subventionnés par la mission régimes sociaux de retraite, et ils sont généralement, vous le savez, antérieurs à la construction de la sécurité sociale. Il s'agit, vous l'avez rappelé, d'agents SNCF, d'agents RATP, de marins ou d'anciens mineurs. Mais il y a une tentative aujourd'hui de les disqualifier en disant qu'ils coûteraient trop cher. D'abord parce qu'il y aurait un déséquilibre démographique. C'est vrai. Par ailleurs, si le problème était le déséquilibre démographique, on pourrait réouvrir les régimes en question, ça faciliterait le retour à l'équilibre. Mais à ce titre, vous pourriez aussi nous dire que, je ne sais pas, les congés maternité coûtent trop cher, car les bénéficiaires reçoivent plus que ce qu'elles ont cotisé, et donc il faudrait les dissoudre. Ce raisonnement me paraît problématique. D'abord, car on ne peut jamais totalement distinguer le travail des uns et le travail des autres dans une société aussi complexe que la nôtre. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre de ce débat, c'est grâce évidemment à la production des micros, des tables, des écrans qui sont derrière nous. Dès lors, venir en solidarité à des anciens travailleurs, ce n'est jamais une aumône que l'on verse, c'est toujours un investissement qui est étalé dans le temps. Bref, ce que vous proposez avec l'attaque générale contre les pensions de vieillesse, quels que soient les régimes, c'est une forme de retraite pour les morts, puisque entre 60 et 65 ans, ces 5 années de vie, il y a tous les ans, aujourd'hui dans notre pays, 30 000 décès. Donc un des enjeux de la discussion qui s'ouvre, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le droit de partir à la retraite pour ces 30 000 personnes dont l'existence est menacée entre cette période de 60 à 65 ans et pour lesquelles tout report signifierait une absence du moindre mois ou de la moindre semaine de repos après une vie d'activité et de travail. Finalement, en conclusion, un impensé également de nos discussions concerne le travail des personnes qui sont à la retraite. Puisqu'on a une discussion autour des taux de dépendance, la manière dont on les finance, mais on évince du portrait le fait que des millions de retraités, aujourd'hui, contribuent activement à la société par l'engagement associatif, par le travail de bénévolat, par des formes de travail domestique qui sont prises, et dès lors apportent une contribution réellement productive à l'ordre social, et ne sont pas uniquement des bénéficiaires de prestations, mais sont également des producteurs et des productrices de valeur. Très bien. Monsieur Stéphane Viry pour Les Républicains. Oui, merci à vous, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos propos qui, effectivement, peuvent susciter quelques observations, réactions. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas à travers, avec tout le respect que j'ai pour vos travaux et pour l'importance de cette mission budgétaire, ce n'est pas avec notre discussion qu'on va, à mon avis, bouleverser la donne. C'est effectivement une discussion que nous devons avoir chaque année au moment du PLF, une discussion un peu résiduelle où, globalement, il n'y a jamais rien de neuf, à part, effectivement, la vision qui était la vôtre sur la question de la liquidation des pensions. J'y reviendrai brièvement. Mais effectivement, on est tous au milieu du gué. Nous souhaitons une réforme des retraites. Nous souhaitons que le système soit remis à plat. D'une part, pour en assurer sa pérennité, sa soutenabilité financière, et on considère effectivement qu'on ne peut pas se voiler la face et qu'il faudra prendre des mesures courageuses et demander des efforts pour que ça passe. Et deuxièmement, profitons de ce moment pour ramener de la justice, pour ramener des correctifs dans le versement des pensions, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, que ce soit dans la méthodologie pour verser la pension ou par rapport aux droits qui peuvent être versés. Bon, votre rapport nous invite à réagir sur, d'une part, les crédits budgétaires qui sont dévolus chaque année. Pas d'observation, faut-il le reconnaître, sur le compte d'affectation spéciale. C'est effectivement le fruit de notre nation, de notre cohésion sociale, la reconnaissance que la nation peut apporter à certains qui ont porté les couleurs du pays, qui l'ont défendu, qui ont contribué. Ça fait partie, me semble-t-il, du pacte social. Un mot quand même sur les régimes spéciaux de retraite. Je m'étonne, monsieur le rapporteur, que vous n'ayez pas évoqué de chiffres dans le cadre de vos observations, parce que le sujet, il est là. Vous l'avez dit, problème d'autofinancement, nécessité d'une compensation du contribuable au bénéfice de ces régimes spéciaux, alors que le sujet, puisqu'on est en PLF, c'est de savoir combien ça coûte, quelle est la participation de l'État
il y a effectivement un déséquilibre démographique que chacun sait et qu'il ne faut pas taire et qu'il faut effectivement régler dès que possible pour une question, là encore, de cohésion nationale et d'équité. J'aurais aimé effectivement que vous ayez peut-être un peu plus de transparence, peut-être un peu plus de vérité dans le cadre de votre rapport, que vous nous indiquiez très concrètement les chiffres du coût que cela représente pour l'État et donc pour le contribuable national. Quelques observations pour terminer sur le chapitre que vous ouvrez sur la question du paiement de la pension de retraite et de la liquidation des montants. Vous nous avez apporté des informations, en tout cas vous l'avez confirmé, et il est effectivement aberrant, anormal, insupportable qu'un pensionné sur 7 soit lésé dans le montant qui lui est dû parce que le système ne permet pas de verser la bonne somme. Je rejoins effectivement les propos qui ont été les vôtres en termes de diagnostic, en termes de constat. Vous avez effectivement évoqué les incompréhensions légitimes des pensionnés. Et je pense que, comme tous les collègues, nous recevons dans nos permanences, dans nos cabinets parlementaires, des citoyens qui viennent exprimer leur exaspération, leur saturation, voire surtout parfois leur mécontentement d'un système. Et vous avez raison de mettre le sujet sur la table. Il faut en changer. Un certain nombre de façons d'être, de façons de faire. Je dirais deux choses pour terminer. Dans les rénovations à faire sur la façon de traiter, n'oublions jamais que ça concerne des individus qui ont travaillé et qui ont produit toute la vie. Et je souhaite, coûte que la question de l'humanisation des procédures soit remise au goût du jour. Non, la dématérialisation ne peut pas être le maître mot pour tout. Le numérique n'a pas réponse à tout. Et il faut savoir réserver du temps, recevoir des hommes et des femmes pour, de façon, dans le cadre d'un dialogue, leur accorder une importance qu'ils ont et leur donner de la considération humaine. Je crois que manifestement, la France est bureaucratisée, la France est anonymisée, et sur la question des retraites en particulier, ça devient effectivement insupportable. Et moi, je voudrais également dire un sujet sur cette question de l'Agirc-Arrco et de la fusion avec l'URSSAF. Alors, ce n'est pas un dossier récent, il y a des collègues qui viennent d'arriver et qui le prennent, comment dirais-je, comme un totem. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà été mobilisés et nous avions obtenu l'ajournement de la décision du gouvernement de faire cette fusion, dont effectivement, on se doute bien qu'il y a un agenda et des objectifs cachés. Moi, réellement, je m'interroge. Le gouvernement avait déposé un amendement lors des débats budgétaires sur ce sujet-là. On voit bien que la question n'est pas stabilisée. On voit bien que manifestement qu'il y a une difficulté. Est-elle d'ordre informatique? Est-ce que le système informatique n'est pas capable de porter la solution? Sachant qu'au final, s'il y a un accident industriel, ce sont des hommes et des femmes qui ne percevront plus leur pension. Il ne s'agit pas de recouvrer, il s'agit de payer. Et à mon avis, le principe de prudence doit jouer à plein. Et quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Je compte sur vous, monsieur le rapporteur, pour être le porte-parole de cette vision qui, à mon avis, est très largement partagée. Merci bien, monsieur le député. La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. D'accord. Merci, madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Aujourd'hui, nous examinons des crédits qui connaissent effectivement une hausse de plus 5,3% pour ceux du compte d'affectation spéciale pension et plus 0,57 pour les régimes sociaux et de retraite, sachant qu'on avait eu 4% de revalorisation des pensions lors de la loi pouvoir d'achat, dont nous regrettons, et il faut le rappeler, que celle-ci ne correspond toujours pas à l'inflation qui est constatée à plus de 6% en octobre. Par ailleurs, notons que l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique à 3,5% apportera, et monsieur le rapporteur, vous le soulignez dans votre rapport, des recettes nouvelles issues de cotisations. En clair, nous examinons une mission qui est dénouée de la vision politique qu'il faudrait qu'elle ait et qui applique finalement mécaniquement des augmentations en deçà de la pression inflationniste et donc qui n'améliorera pas le pouvoir d'achat des retraités concernés. Vous avez choisi, monsieur le rapporteur, de consacrer votre rapport aux démarches des particuliers en matière de retraite pour améliorer l'information, la transparence et son accès. C'est vrai qu'il est certain, au regard des nombreux témoignages que vous avez et que nous avons toutes ici reçus sur la complexité du système de retraite, sur les difficultés à les liquider, comme vous le mentionnez, et le fait qu'il faille parfois attendre plusieurs mois, parfois 6 mois, parfois même plus, sans intervention notamment sollicitée, donc des personnes qui se retrouvent dans un état de dénuement total, puisqu'elles ne peuvent plus toucher aucune pension et qu'elles n'ont plus de salaire. Donc c'est un vrai sujet et c'est un enjeu sur lequel il faut veiller.
Chaque pension incomplète, par ailleurs, constitue une perte de chance inacceptable pour les retraités et pour lesquels l'État doit veiller à sa régularité. Mais encore faut-il avoir une pension. Et c'est peut-être ça le sujet qui est dans le creux de votre rapport, et cela a été évoqué plusieurs fois. Nous ne voulons pas, et notre commission ne souhaite pas sans doute faire de la redite avec l'examen de l'an passé, où le rapporteur avait choisi d'axer son rapport autour de l'âge de départ à la retraite sous l'angle de l'équité. Pour autant, ça aurait pu être un sujet, puisque aujourd'hui, cette question de l'âge de départ, qui a été évoquée l'année dernière, est justement le sujet des prochains mois et la pierre angulaire de la politique d'affaiblissement du travail qui est menée actuellement par le gouvernement, un chantier inégalitaire qui sera entrepris très rapidement, une mesure finalement centrale, voulue par le président de la République, mais malheureusement absente de nos débats et de votre rapport. Alors que le Conseil d'orientation des retraites nous rappelle toujours que le système sera excédentaire à date, c'est-à-dire à horizon 2070 peut-être, ou en tout cas, il est aujourd'hui excédentaire de 3,2 milliards d'euros, tout comme l'est l'assurance chômage, et je le... Pardon, on ne s'interpelle pas, on écoute monsieur 2022, le député. 3,2 milliards d'euros, et à horizon 2070. Voilà. Donc, aujourd'hui, et mon collègue Clouet rappelait la nécessité de prendre en compte le ratio de dépendance pour mieux évaluer l'équilibre de l'ensemble des comptes sociaux. Bref, je continuerai à considérer que vous méprisez la réalité de ce qu'est notamment la question de l'excédent et des équilibres nécessaires des régimes sociaux, puisque pour l'assurance chômage, par exemple, qui fait l'objet de la réforme actuelle, on nous promet une calamité, mais ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, le régime de l'assurance chômage est excédentaire. Donc vous méprisez les données, vous méprisez le réel, et finalement, vous oubliez de parler de l'essentiel dans ce débat qui nous concerne aujourd'hui. Faut-il rappeler également qu'à 62 ans, 25% des personnes les plus pauvres sont déjà décédées, qu'il faudrait faire travailler encore plus longtemps les bas salaires, les plus précaires, c'est peut-être ce que vous envisagez, c'est ce que nous refuserons. Alors, par ailleurs, que les propos des ministres ces dernières semaines ont semblé hors sol, éloignés de la réalité. Et je n'évoquerai pas, puisque le ministre s'est excusé, mais ces assistantes maternelles qui gagneraient plus de 4 000 € par mois, qui nous ont fait relativiser, en fait, 3 SMIC. 3 SMIC, je vous laisse faire le calcul, ça fait 4 000 € par mois. Mais non, mais c'est vrai. Vous connaissez pas le montant... Enfin, est-ce que c'est le ministre qui connaît pas le montant du SMIC, ou est-ce que c'est... Bref, j'ai dit que je l'évoquais pas, donc c'était pas pour faire polémique. Le choix politique que vous faites aujourd'hui avec cette réforme, sur le sujet, s'il vous plaît, il est clair. Je rappellerai l'économiste Michael Zemmour qui disait que dans le pire des scénarios du corps, pour être à l'équilibre à horizon 2027, il suffisait d'augmenter les cotisations de 11 € au niveau du SMIC et de 22 € au niveau du salaire moyen. Travailler plus à en mourir plutôt que verser 11 € de plus de cotisation, voilà votre choix. Merci, monsieur le député. Et je passe la parole, s'il est prêt, à monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate, modem et indépendant. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de ramener un petit peu de calme dans cette Assemblée. C'est un peu le principe du groupe démocrate, si j'ai bien compris, et je m'y intègre parfaitement. Monsieur le rapporteur, cher Nicolas, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de Nicolas Turquois sur ce rapport et plus généralement sur son investissement dans les sujets liés aux retraites dans notre Assemblée. Alors l'examen de cette mission régimes sociaux et de retraite et du compte d'affectation spéciale pension revêt une dimension particulière, on l'a bien compris, dans le contexte économique actuel, à l'heure où nos concitoyens émettent un certain nombre d'inquiétudes sur leur retraite et aussi sur leur montant. L'exercice auquel nous nous livrons ce matin doit nécessairement nous interroger tant sur la lisibilité des droits que sur la pérennité du système en tant que tel. J'y reviendrai. Alors, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, cette mission et le compte d'affectation regroupent les pensions à la charge de l'État, dont celles des fonctionnaires civils, des militaires ou encore des agents de la SNCF et de la RATP. Il est donc impératif de valider ces dépenses afin de garantir le montant des pensions de nombreux retraités pour l'année à venir. Notre groupe votera donc ces crédits
en responsabilité. Cette année, nous constatons une hausse substantielle de ceux-ci en raison de la revalorisation anticipée de toutes les retraites de base de 4% intervenue en juillet 2022 via la loi pour le pouvoir d'achat. Ainsi, les crédits du compte d'affectation spéciale pension augmentent de 5,3% pour s'établir à 64,3 milliards d'euros. Et ceux de la mission régimes sociaux et de retraite connaissent une hausse plus légère de 0,6% pour s'établir à 6,13 milliards en 2023. Les crédits que nous examinons aujourd'hui sont par essence symptomatiques d'un système actuel extrêmement complexe et finalement assez peu lisible. En effet, la mission regroupe plusieurs régimes spéciaux de retraite anciens qui se caractérisent par un fort déséquilibre démographique. Ces régimes sont depuis longtemps dans l'incapacité de se financer et c'est donc l'État, à travers ces crédits, qui vient compenser au nom de la solidarité nationale. Si cette mission présente un aspect purement financier, elle permet donc de mettre en perspective la charge pour l'État de ces régimes qui pèse près de 13% de ses dépenses totales. Si notre économie a réussi à absorber le choc de la crise sanitaire grâce à des investissements publics massifs, il n'en demeure pas moins que cela a accentué les déséquilibres des régimes. La solidarité nationale, même très robuste, ne pourra pas tout absorber. Le creusement des déficits déjà conséquents avant la crise va continuer à s'accentuer. Nous aurons l'occasion d'aborder l'ensemble de ces questions dans la future réforme annoncée par le gouvernement et les députés du groupe démocrate y prendront toute leur part. Cela m'amène à aborder la seconde partie de votre rapport, monsieur le rapporteur. Vous avez choisi de traiter l'épineuse question du moment de liquidation de la retraite de nos concitoyens. Tous ici avons reçu dans nos permanences des sollicitations de nos administrés sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'il s'agisse de la compréhension des démarches ou du calcul du montant de la pension. C'est là une source d'inquiétude récurrente qui ne trouve pas toujours de réponse précise devant la complexité du système, des méthodes de calcul ou de la difficile reconstitution de l'ensemble des carrières. Alors nous saluons votre démarche visant à dresser un état des lieux exhaustif des avancées en matière de transparence et d'accès à l'information des assurés, mais aussi des difficultés encore trop nombreuses. Alors dans la perspective d'une réforme à court terme, il apparaît indispensable de traiter cet enjeu de lisibilité et d'intelligibilité des droits. Il en va, comme vous le rappelez justement dans votre rapport, de la compréhension et de l'acceptabilité de notre système de retraite tel qu'il existe. Il faut se rendre à l'évidence, il y a encore beaucoup de travail pour parvenir à délivrer une information claire, une information précise et, j'oserais dire, tout simplement simple. Ainsi, selon vous, monsieur le rapporteur, quelles sont les pistes d'amélioration qui peuvent être facilement et rapidement mises en œuvre pour tendre vers cet objectif? Je vous remercie. Merci bien, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Christophe pour Horizon et Apparentés. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, on retrouve bien au travers de la qualité donc, des travaux proposés, votre expertise partagée déjà à l'époque en tant que co-rapporteur sur le système universel de retraite. Comme vous l'évoquez dans l'avant-propos de votre rapport, parmi les raisons qui amènent nos concitoyens à se tourner vers leurs parlementaires se trouvent régulièrement les difficultés liées à la liquidation et au versement des retraites. On regarde donc cette place qu'elle occupe. L'axe principal réside dans le manque d'informations, vous l'avez dit, portant sur les démarches à effectuer. En effet, comme vous le rappelez, un droit à l'information existe dans le Code de la sécurité sociale. La garantie de l'accès aux droits est donc protégée par nos textes. Et pour autant, selon un rapport de la Cour des comptes, 24% des assurés ne liquident pas toute leur retraite, représentant un manque à gagner de l'ordre de 40 € par mois. Comme pour les prestations sociales, nous pensons qu'il est nécessaire de reconstruire l'accompagnement dans une démarche proactive, renforcer le aller vers pour que les assurés aient accès à une information fiable et de qualité. J'avais notamment déjà eu l'occasion de travailler sur ces sujets lors de la remise de mon rapport au Premier ministre Jean Castex pour améliorer l'aide aux parents d'enfants gravement malades. Les dispositifs peuvent vite apparaître complexes. Une grande partie des retards constatés dans l'accès aux droits prévus relèvent le plus souvent de dossiers incomplets ou mal renseignés. De plus,
La crise sanitaire et les confinements successifs ont apporté la démonstration de la fragilité d'une partie de la population face à la question du numérique. On estime aujourd'hui qu'en France, 14 millions de personnes connaîtraient des difficultés dans l'utilisation des outils numériques. Ainsi, près d'un quart de la population victime d'électronisme se trouve en difficulté pour faire valoir ses droits par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'une tablette, quand ce n'est pas tout simplement l'absence d'équipement informatique au domicile qui en est la cause, sans évoquer le manque d'ergonomie de certaines applications. Il semble donc nécessaire d'approfondir ce concept du aller vers avec une amélioration de l'axe du renseignement, suivi d'une orientation soutenue et d'un accompagnement plus marqué, ce que mon collègue Stéphane Viry appelait l'humanisation. L'autre point que je souhaiterais aborder avec vous concerne la prise en compte des travaux d'utilité collective, les fameux TUC, dans le cadre des droits à la retraite. En effet, de 1984 à 1990, ce sont 350 000 personnes qui ont conclu des contrats aidés, travaux d'utilité collective, leur octroyant le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Or, si ces trimestres sont bien signalés dans les relevés de carrière, ils ne sont toutefois pas pris en compte dans le calcul du minimum de trimestres cotisés pour le droit à la retraite. Par conséquent, ces personnes ont le sentiment légitime d'avoir été lésées, leur départ à la retraite étant repoussé par là même de plusieurs années. Aussi, monsieur le rapporteur, quelle serait votre lecture sur cette non-prise en compte de ces périodes d'activité dans le calcul des droits à la retraite et quelles seraient finalement les mesures à mettre en place pour viser plus d'équité dans la liquidation de leurs droits? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe Écologie NUPES. Madame la Présidente, merci. Monsieur le rapporteur. Alors, vous avez choisi pour ce rapport l'angle de l'accès à la simplification des droits et l'équilibre des régimes spéciaux. Mais en fait, dès qu'il s'agit de retraite, il y a des débats interdits et qui pourtant sont aussi structurants que ceux que vous avez choisis. Le premier, c'est la question des cotisations et leur baisse structurelle de la part des cotisations dans le financement des retraites. En effet, les cotisations ont diminué de 3 points de PIB depuis 1995. Aucun rapport n'est venu attester de l'efficacité que cette baisse puisse avoir sur l'emploi ou les effets que cela a sur le financement des retraites. Et pourtant, c'est au cœur des réformes qui, sans doute, vont venir dans les mois qui viennent. De la même manière, la pénibilité et les critères de pénibilité ont été affaiblis, voire diminués au cours du temps. Et c'est en 2018, les 4 critères ont été supprimés de la pénibilité, les vibrations mécaniques, la manutention d'agents chimiques dangereux, y compris en regard des régimes spéciaux, lesquels régimes spéciaux, je le rappelle, ont été créés souvent avant l'existence de la sécurité sociale pour compenser la pénibilité du travail effectué par les personnes concernées par ces régimes. Enfin, il y a l'espérance de vie en bonne santé, et cet indicateur n'est pas non plus étudié en regard des réformes des régimes spéciaux dont vous esquissez la trace dans votre rapport, puisque aujourd'hui, les conditions de travail font que cette espérance de vie diminue, et qu'on ne peut pas imaginer un report de l'âge de retraite sans imaginer derrière les conséquences que cela a sur la vie concrète des personnes et la qualité de vie de ces personnes, en l'occurrence leur santé. L'inégalité entre les femmes et les hommes, pareil, inexistante des réflexions aujourd'hui sur le rapport que vous nous remettez. Et pourtant, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'augmenter les crédits, on pourrait imaginer en mesurer l'impact sur les femmes et les hommes. Et dans les pensions de retraite, les femmes bénéficient de 40% de moins en montant que les hommes. L'inégalité de retraite entre les plus riches et les plus pauvres, ça aussi absent des rapports que vous présentez, et pourtant il y a là matière à re-regarder la justice de notre système de sécurité sociale et de retraite, puisque ces inégalités entre les plus pauvres et les plus riches s'agrandit, s'accroît, et en l'occurrence, cela est dû à la montée de l'intérim ou du travail précaire à l'intérieur même des régimes spéciaux dont nous parlons. Enfin, le taux d'emploi des seniors, 56% en France pour les plus de 55 ans, c'est un des plus faibles de l'OCDE, et ça ne va qu'en s'accroissant avec l'âge, ce qui signifie que toute augmentation de l'âge des retraites, puisqu'il se sera
parmi nos débats dans les mois qui viennent ne fera qu'accroître l'inégalité entre ceux qui ont un emploi et ceux qui ne l'ont pas. Enfin, rien non plus sur l'âge du début de travail et les carrières longues, ce qui pourtant est au cœur, encore une fois, de la justice de ces régimes spéciaux autant que de notre réforme du système de retraite. Parlons donc de la justice, parlons de la retraite sous l'angle de l'équité et non pas sous l'angle financier, puisque, encore une fois, cela a été dit par mes camarades de la NUPES de nombreuses fois, il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites, il n'y a pas d'urgence à revoir l'équilibre financier, il y a juste une mauvaise vague à passer de quelques années, mais finalement, il y aura un équilibre sur le long terme. Et donc revoir la part des cotisations dans le financement de ces régimes permettrait très facilement d'aboutir à un équilibre sans difficulté et sans remise en cause des conditions de retraite des personnes qui ont les métiers les plus pénibles. Merci bien. Monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Comme chaque année, l'État intervient pour équilibrer les comptes des régimes spéciaux qui sont structurellement déficitaires sur le plan démographique, de sorte qu'il y a davantage de pensionnés que de cotisants. La subvention que l'État verse à ces régimes en 2023 au titre de la solidarité nationale stagne par rapport à celle de 2022. Le budget de cette mission ne mentionne pas la réforme voulue par le gouvernement avant la fin de cette année. Le compte d'affectation spéciale pension en annexe du PLF évoque cependant cette réforme sous ces termes, je cite, « Par convention, les prévisions pluriannuelles renseignées dans ce document n'intègrent pas les effets d'une réforme des retraites, mais évolueront, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. » Voilà qui confirme, si nous en doutions, que les régimes spéciaux sont aussi dans le viseur de la vilaine réforme de régression que vous manigancez. Nous pouvons anticiper les arguments bien rodés, le prétendu coût de ces régimes et la chasse aux supposés privilèges. S'agissant du coût, outre des régimes qui s'éteignent naturellement, comme celui de la SAITA, le manque de cotisants relève souvent de choix politiques d'ouvrir à la concurrence des secteurs publics, comme ceux de la RATP et de la SNCF. Aussi, la démographie n'explique-t-elle pas tout? La décision des gouvernements successifs de ne pas remplacer certains départs à la retraite et de supprimer des statuts, comme pour les cheminots, affecte le ratio entre cotisants et pensionnés. Il convient de dire également que les salariés des régimes spéciaux cotisent également davantage que les salariés du régime général. Les cheminots, par exemple, ont toujours fait le choix de consacrer une part plus importante de la contrepartie de leur travail à leur protection sociale, 47,22% de cotisation contre environ 25,47% au régime général. Ainsi, si ces régimes sont spéciaux, ce n'est pas parce qu'ils seraient le lieu de privilèges, mais parce qu'ils fonctionnent sur la base d'une solidarité restreinte à une profession ou une entreprise, qui ont pris en compte une certaine forme de pénibilité de ces travailleurs, horaires atypiques, fréquence des astreintes et usure physique notamment. Ce sont les travailleurs du régime général qui sont depuis trop longtemps délaissés au regard de l'évolution des modes de production, pour preuve la sous-déclaration croissante des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou encore la Cour des comptes qui, le mois dernier, soulignait la sinistralité hors norme dans les métiers du soin et du lien. En réalité, les régimes spéciaux étaient précurseurs d'une juste appréhension du travail et de ses effets sur les travailleurs. Les régimes spéciaux ont veillé à maintenir l'équilibre nécessaire entre la vie au travail et la vie à la retraite en bonne santé. Et d'ailleurs, en 1945, quand a été créé le régime général, l'objectif était bien d'aligner les retraites générales par le haut et non par le bas. Au lieu de diviser, il faudrait donc s'attacher à améliorer la vie de l'ensemble des salariés, à commencer par l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais aussi l'égalité devant la rémunération, plus de minima de branche en deçà du SMIC, des grilles de salaire qui permettent l'évolution de carrière et salariale, un encadrement entre les plus basses et les plus fortes rémunérations dans les entreprises. C'est parce qu'il y aura une égalité salariale dans le travail plus forte que l'on pourra tendre vers une égalité plus forte dans la retraite, grâce à une assiette de cotisation mieux assise, un meilleur partage du temps de travail et des pensions plus justes pour toutes et tous. Cela constituerait des ressources. Et c'est bien l'angle mort de votre réflexion. Des réformes novatrices pourraient harmoniser les régimes de retraite vers le haut en élargissant les avancées sociales des régimes spéciaux de retraite à l'ensemble des métiers et salariés d'une branche, à l'ensemble des régimes. Cela permettrait d'améliorer la retraite minimale, la situation des précaires, des femmes et celle des familles, mais vous préférez allonger la durée du travail dans la vie. Vous n'avez pas de majorité populaire pour cela. C'est une réforme inutile et une spoliation insupportable pour celles et ceux qui travaillent. Quant à la question de l'accès aux droits,
C'est une vraie question, alors que les retards de traitement s'accroissent, et c'est d'abord sans doute une question de moyens humains. À l'heure où ce gouvernement veut répondre aux besoins des secteurs en tension, qui le sont d'abord à cause des conditions de travail, parfois à cause du manque de formation, les régimes spéciaux pourraient nous inspirer utilement. En effet, leur histoire est celle de conquête sociale liée aux besoins de développement du pays, à la nécessité de fidéliser et de qualifier ses salariés. Et l'on ne dit pas autre chose aujourd'hui quand on parle de redonner du sens au travail, de rémunérer correctement les emplois, de reconnaître les qualifications. Très bien, merci. Donc je vais prendre les 3 questions de députés avant de passer la parole à monsieur le rapporteur. Monsieur Thibault Bazin, pour 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner les crédits du compte d'affectation spéciale pension et de la mission régimes sociaux et de retraite. Permettez-moi de vous interroger sur le programme 195 et plus particulièrement sur le fonds spécial de retraite de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Notre commission des affaires sociales, à la suite de l'examen ici même de cette mission budgétaire, avait lancé une mission flash sur les dysfonctionnements constatés localement que vous aviez bien voulu nous confier avec ma collègue Hélène Zanier. Nos conclusions présentées le 12 mai 2021 avaient pointé une méconnaissance du régime par les acteurs censés renseigner les futurs retraités. Nous avions avec ma collègue fait de recommandations, parmi celles-ci la nécessité d'un guichet unique. J'ai échangé récemment avec des concitoyens concernés par ce régime. Les difficultés perdurent, monsieur le rapporteur. Je souhaite profiter de cette mission pour relayer leurs inquiétudes légitimes sur les retards à corriger leur nombre de points à Girarco, à leur donner une meilleure visibilité et de la fiabilité dans l'intégration de la période du raccordement du pré-raccordement au moment du raccordement. Monsieur le rapporteur, avez-vous pu interroger les parties prenantes concernées sur les mesures envisagées pour remédier enfin à ces dysfonctionnements? Merci bien. La parole est à Didier Legag. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai très rapide puisque nombre de nos collègues députés ce matin sont déjà intervenus sur ce sujet parce que je voulais à mon tour tout simplement, j'avais prévu de témoigner pour dire combien dans nos circonscriptions nous avons très régulièrement, au moins chaque mois, parfois chaque semaine, des témoignages, des demandes de rendez-vous de nos concitoyens qui n'arrivent pas à reconstituer leur retraite. C'est quand même un droit essentiel. Donc j'attire moi aussi à mon tour l'attention du rapporteur pour avis ce matin sur cette question, la reconstitution des retraites, l'accès à l'information. Toutes ces plateformes, les caisses de retraite sont aujourd'hui dématérialisées. On n'a pas de réponse, même quand le député intervient pour écrire, pour interpeller la caisse de retraite. Souvent, nous n'avons nous-mêmes pas de réponse. Enfin, il y a une vraie opacité. Il faut vraiment remettre le système à plat pour créer soit des contacts dans les régions, des contacts physiques, mais en tous les cas, il y a une vraie question. Et puis aussi uniformiser. C'est pas normal que d'une caisse de retraite à l'autre, eh bien, l'individu, le citoyen, est obligé d'interpeller chacune de ces caisses de retraite complémentaires, qu'il n'y ait pas entre eux des passerelles, un fichier commun, etc., etc. Enfin, vraiment améliorer l'accès. Merci. Très bien, monsieur le député. Madame Isabelle Valentin. Merci, Madame la Présidente. La retraite, c'est le reflet de notre vie professionnelle, de notre parcours, de nos choix personnels. Elle se prépare tout au long de la vie. Toute réforme doit intégrer d'emblée une dimension humaine. Aujourd'hui, le nombre d'actifs diminue, la population française vieillit, puisqu'en 2030, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Il devient urgent de réformer, sinon le système deviendra déficitaire. Plus d'équité, plus de justice sociale devrait nous faire tendre vers un régime universel. Certains régimes spéciaux coûtent cher, certains peuvent prétendre à la retraite à 55 ou 57 ans avec un calcul sur les 6 derniers mois, d'autres partent à 62 ans avec un calcul sur les 25 meilleures années, et d'autres encore travaillent jusqu'à 64 ou 67 ans avec un calcul sur une carrière complète, et je pense aux agriculteurs ou à certaines professions libérales. J'aimerais, monsieur le rapporteur, vous entendre effectivement sur ces sujets. Merci bien. Madame Josiane Cornelou. Merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur. Cela a été dit, s'il y a une préoccupation qui touche le cœur même de la vie des Français, c'est bien celle des retraites. Et avant d'être un sujet technique, les retraites sont d'abord un sujet humain. Négliger cette dimension, c'est passer à côté des enjeux de cette réforme. La retraite, c'est le résultat d'une vie de travail, c'est le résultat de nos choix, de notre parcours, de notre vie familiale. Toute réforme des retraites doit intégrer d'emblée une dimension humaine et permettre à chaque Français de bénéficier des fruits d'une vie du travail. Cela a été évoqué. C'est le parcours du combattant pour liquider ses droits à la retraite. La dématérialisation ne peut pas être l'unique solution. Il me semble effectivement qu'il y a un vrai souci par rapport à l'accès à l'information. Il est nécessaire d'avoir un guichet unique et d'avoir une vraie rencontre physique avec quelqu'un. On connaît toute la complexité de cette liquidation. Il faut que nos concitoyens comprennent. Il faut des agents formés dans un lieu très clairement identifié. Vous l'avez évoqué, une pension sur 7 est entachée d'erreurs.
Il y a une incompréhension des démarches et il y a même une incompréhension quant au calcul du montant. Vous évoquiez les maisons France Service. Effectivement, je pense que c'est un lieu clairement identifié qui pourrait parfaitement répondre à ce besoin. Très bien, merci Madame la députée, merci mes chers collègues. Je passe la parole cette fois-ci au rapporteur pour des éléments de réponse. Merci à vous tous pour vos interventions. Je vois que certains ont choisi un angle très politique. Je vous rappelle que c'était quand même d'abord de discuter du rapport sur le fond qui était celui du CAS pension, donc des retraites de nos fonctionnaires, de nos militaires, de nos invalides de guerre, d'un certain nombre de régimes anciens. Donc je voudrais d'abord commencer par répondre sur ces points-là et sur la partie thématique, et puis je donnerai un petit peu mon opinion sur les questions plus politiques qu'ont évoquées. Mais essayons, je crois que je sais bien qu'on est là pour faire de la politique, mais il y a des sujets sur lesquels il faut d'abord débattre du sujet sur lequel on est sollicité, et c'est celui du CAS pension et de la mission retraite en l'occurrence, et de la question de l'accès aux droits. L'accès aux droits, la compréhension des droits, pour moi, doit dépasser nos frontières politiques. Pour répondre, alors Monsieur Viry n'est pas là, mais pour répondre clairement à la question de l'équilibre, de ce qu'apporte l'État pour équilibrer le budget de la SNCF, c'était en 2022 3,3 milliards et 753 millions pour la RATP. En 2023, c'est annoncé à 3,5 milliards et 810 millions. C'est pour situer les ordres de grandeur. Toujours dans la première partie du rapport, je suis désolé, Monsieur Bazin, je n'ai pas spécifiquement auditionné le régime des mines. Dans le cadre de la transparence, on a essayé d'auditionner, mais je vous rappelle qu'il y a plus d'une quarantaine de régimes. Alors certains sont regroupés, mais il y a de nombreux régimes, donc je n'ai pas auditionné celui des mines, donc je ne vais pas vous apporter de réponse spécifique. Pour autant, sur d'autres régimes, on va dire de petite taille, auxquels des problèmes similaires ont été confrontés, c'est un enjeu. Il y a eu des démarches, on peut se rappeler le cadre du RSI il y a quelques années, et j'évoque tout de suite la question de l'Agirc-Arrco. Alors, il n'est pas question de capter, certains ont fait état de capter les recettes de l'Agirc-Arrco. La réforme s'adresse au recouvrement, à l'unicité du recouvrement. Qu'un chef d'entreprise, quand il va payer ses cotisations sociales qu'il aura collectées au sujet des salaires de ses employés, que ça soit adressé uniquement aux URSSAF, et après les URSSAF vont redistribuer les sommes, qui aux Agirc-Arrco, qui aux différentes caisses de protection sociale. C'est l'unicité du recouvrement, c'est pas la gestion par l'État de l'Agirc-Arrco qui fonctionne très bien par ailleurs. Pour autant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas faut que ça soit bien calé et qu'il n'y ait pas un accident industriel à cette occasion-là. C'est pour ça qu'il y a eu un amendement pour reporter cette réforme qui, semble-t-il, d'un point de vue technique, n'était pas prêt. Et j'invite les uns et les autres qui seraient mobilisés par ce sujet à questionner le gouvernement pour savoir quelles mesures vont être prises pour favoriser cette unicité de recouvrement. Je vous invite, si vous avez des agriculteurs sur vos territoires, quand on relève de la MSA, vous avez affaire à un seul opérateur, que ce soit pour cotiser auprès de la MSA quand vous êtes agriculteur, ou que ce soit pour bénéficier de l'assurance maladie, de les prestations familiales ou les prestations retraite. Vous avez affaire à un seul opérateur, la MSA. Là, en matière de recouvrement, ça avait été voté 2019 de mémoire, ou 2020, début 2020, c'était d'unifier le recouvrement par un seul opérateur, en l'occurrence les URSSAF. Sur la partie accès aux droits et transparence, qui était la partie thématique de mon rapport, les erreurs, quelles sont-elles? Elles sont quand même beaucoup liées à la question de la réversion. Vous avez, pour citer, je me suis appuyé dans l'audition de la Cour des comptes et de la CNAV, en matière de réversion, vous avez aujourd'hui l'âge moyen de demande de réversion est de plus de 80 ans. Vous avez des personnes qui bénéficient de réversion de conjoints dont ils sont séparés depuis les années 60.
Donc vous voyez la difficulté à reconstituer ça, puisque un certain nombre de régimes de retraite prévoient l'attribution de la réversion au prorata des temps d'union par mariage avec vos différents conjoints, s'il y en a eu plusieurs. Donc aujourd'hui, on peut, quand quelqu'un décède, avoir à gérer des réversions de personnes dont on est séparé depuis 50 ans. Et donc, il y a quand même des erreurs qui sont inhérentes à des démarches qui étaient anciennes et par papier. Premier sujet, les réversions. Deuxième sujet, c'était la reconstitution de carrière et notamment de début de carrière. Vous avez, je pense même parmi vous, un certain nombre de jobs de début de carrière que vous avez fait pendant quelques mois ou quelques années. Parfois, vous les avez oubliés, vous en créez des droits. Vous avez plus les fiches de salaire. Les employeurs n'existent plus. Un employeur a l'obligation de conserver toutes les fiches de salaire, mais enfin, quand l'employeur est même parfois décédé, il y a une vraie difficulté à reconstituer ses carrières. Et donc, je vous invite les uns les autres, si vous n'avez pas été si vous avez des gens qui viennent vous voir, qui vous parlent de la retraite, de les inciter à aller voir Mon Compte Retraite. Mon Compte Retraite, c'est simple, et c'est l'ensemble des caisses de retraite qui alimentent ce sujet-là au sein d'un registre qui s'appelle le RGCU, et qui maintenant font apparaître des petits symboles rouges pour dire qu'il doit y avoir des manques dans votre retraite. Invitez vos concitoyens à regarder avant la retraite, parce que quand vous vous préoccupez de votre retraite 6 mois avant le départ, eh bien, effectivement, c'est trop tardif. Mais quand vous avez des personnes qui poussent la porte de votre permanence et qui ont 55, 58 ans, invitez-les à regarder ça, faites-le avec vos collaborateurs, c'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est tout à fait accessible, et regardez les éléments de carrière qui manquent. C'est pas une réponse politique que je vous apporte, c'est une réponse de bon sens, administrative. C'est simple à aller voir, et ils vont voir les périodes où vraisemblablement il y a des trous dans leur carrière. Et ça, c'est un élément pour favoriser la complétude de la carrière et favoriser le raccourcissement de la période de liquidation. La question des erreurs, 24% de personnes qui n'ont pas liquidé toute leur retraite, et pour cela, ça peut représenter jusqu'à 40 € par mois, souvent dans des régimes différents. Et je vous invite, 40 € par mois x 12, c'est 500 € l'année, fois 20 ans d'espérance de vie, c'est 10 000 €. Donc c'est des montants qui peuvent être considérables. Mais même sur des montants de l'ordre de 10 €, on arrive à un équivalent de 3 000 ou 4 000 € sur une espérance de vie. Et donc, c'est pour ça que je questionnais, vous verrez sur les questions de retraite, la retraite est quérable. On obtient une retraite si on la demande. Et donc, il peut sembler logique qu'on demande sa retraite principale, mais des petits bouts de retraite, quand il y a des régimes qui constatent qu'ils ont accès, ils voient que votre retraite principale a été demandée depuis plus de 10 ans, vous avez des droits chez eux, et ils ne peuvent pas vous les verser parce que vous ne les demandez pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer, à partir d'un certain âge, et en dessous d'un certain montant, le côté quérabilité? Je pense que ça se questionne. D'autant que pour les plus modestes, tous les principes de solidarité, c'est la loi Chassaigne, portée par notre collègue récemment, ou c'est le MICO qui existe dans le régime général, nécessitent d'avoir liquidé toutes ces retraites. Et donc, par exemple, notre collègue Chassaigne, qui avait porté ça pour les anciens agriculteurs, on a tous été interpellés sans la corriger au mois de juillet, le fait que des anciens agriculteurs qui auraient été éligibles à la loi Chassaigne, mais qui étaient élus sur leur commune, donc ils avaient toujours des droits au titre de l'IRCANTEC, eh bien, ça les empêchait d'avoir leur complément de retraite Chassaigne, alors que les retraites qu'ils allaient constituer en termes d'élus étaient très faibles. On a la même chose, c'est encore plus anecdotique, mais d'agriculteurs retraités ou de personnes retraitées qui seraient élus dans des chambres consulaires. Donc ils ont des mini-retraites qui se constituent, des mini-droits à la retraite et qui les empêcheraient de bénéficier de ces revalorisations-là. Donc questionnons ces aspects-là. Dernier point sur mon rapport, je vais passer à la partie politique, les maisons France Service. C'est là
là où ça fonctionne, ça semble un équilibre pour contrebalancer cette question d'humanisation qui a été portée par beaucoup. Mais avoir la possibilité au moins d'avoir en visioconférence un interlocuteur des différentes caisses, puisque dans un village rural, loin de tout, il n'y a pas pertinence à ce qu'il y ait des permanences de la CARSAT de Limoges ou de je ne sais où, qui ait un accès en ligne via des visioconférences organisées par les agents de la Maison France Service, ça pourrait être un élément important. Et on voit même, dans les retours, dans les analyses qu'ont fait des Maisons France Service, d'un certain nombre d'agents qui se sont spécialisés sur ces sujets-là. Il y a même des Maisons France Service qui sont connues pour ça, qui accompagnent utilement sur les démarches à fournir. Les agents peuvent collecter la liste des documents à fournir, le demander à l'assuré pour qu'il les prépare à l'avance, et ça a un côté qui est apaisant en termes de démarche. Il faudrait, et c'est une démarche que j'ai portée, il faudrait pouvoir, pour certifier un certain niveau de compétences pour accompagner des personnes dans les démarches de retraite, parce qu'il y a un fort enjeu en termes de résultats. Ça, c'est peut-être sur... Je ne pense pas avoir oublié de sujet sur la partie du rapport proprement dit. Je voudrais dire un mot sur les questions générales qui ont été évoquées sur la question des retraites. J'ai évoqué l'Agirc-Arrco. Beaucoup ont parlé de l'âge de la retraite comme d'une régression, comme... Je ne partage pas ça, je vous le dis sincèrement. Je m'étais effectivement, au moment de la réforme sur le système universel, engagé comme rapporteur. Moi, je croyais qu'il y avait du sens à avoir d'abord une lisibilité. Le système par points est quelque chose qui est plus lisible, et il existe des systèmes par points, et les retours sont plus compréhensibles. Vous avez des points, vous avez une valeur du point, c'est assez facile à intégrer. Pardon ? Non, là, je parlais de l'organisation du système. Je parlais de l'organisation du système. La question de l'équilibre évoqué par le corps. Certains ont évoqué la question de l'équilibre évoqué par le corps. Bon, d'abord, premier constat, on est le seul pays d'Europe à avoir parmi les principaux, avoir un âge de départ aussi bas. Moi, je veux bien croire que la France est meilleure que tout le monde. À un moment donné, on peut peut-être se questionner pourquoi les autres ont un âge de départ plus élevé. Je pense qu'il faudrait, moi je trouve qu'il serait intéressant, et je ne sais pas si on pourrait le faire au niveau des affaires sociales, mais de faire une étude comparative des droits sociaux dans les pays voisins. À chaque fois que j'ai des personnes de ma famille, de mon entourage, qui ont été, qui en Irlande, qui en Allemagne, qui en Espagne, et qui ont affaire au système, parce qu'ils y ont travaillé, qui ont affaire au système de protection sociale, quand ils voient le coût amené par ce qu'ils ont sollicité, ils mesurent ce que ça représente en France. À un moment donné, une haute protection sociale, il faut savoir la financer. Donc je crois que si on ne crée pas plus de richesses au niveau de notre pays pour financer notre système de protection sociale, in fine, on remet en cause notre système de protection sociale. Après, la question de l'équilibre. L'équilibre du système de retraite. Vous avez raison, le système de retraite est équilibré. Mais il est équilibré sur un niveau extrêmement bas. 1 400 € de pension moyenne. 1 200 pour les femmes, 1 800 pour les hommes, pour reprendre les propos de Madame Rousseau, les 40% d'écart. C'est extrêmement bas. Donc, est-ce que notre sujet aussi, aujourd'hui, avec 1 400 € de retraite, c'est quand même extrêmement modeste pour beaucoup de retraités, sachant qu'il y a, si vous me permettez l'expression, une palanquée de retraités qui sont à un peu plus de 900 €. Les retraites agricoles sont souvent au-dessous de 900 € pour des carrières complètes. Donc la question de l'âge, elle se voit aussi sur... mais à quel niveau on équilibre? Deuxième question, sur le corps, les rapports du corps. Alors, de renvoyer, ça sera équilibré en 2070, ben, allez voir votre banquier si vous êtes chef d'entreprise et vous dites « mon affaire sera rentable dans 10 ans ». Ben oui, je pense qu'il va avoir du mal à... Oui. Donc là, c'est 50 ans. Donc je pense que cet argument-là est à prendre avec précaution. D'autre part, le corps se base sur une hypothèse qui s'appelle « effort constant de l'État ». Effort constant de l'État. Effort constant de l'État, ça veut dire que si on suit cette hypothèse, quel que soit le nombre de fonctionnaires, il faudrait que l'effort de l'État soit constant. Donc, entre guillemets, allons à l'extrême,
il n'y aurait plus qu'un fonctionnaire, il faudrait que l'effort de l'État soit constant. C'est globalement le système, si on intègre les retraites et du privé et du public, le système n'est pas du tout équilibré. Et si on considère la version d'équilibre, il est équilibré sur un niveau très bas. Donc, de travailler plus pour pouvoir rehausser notamment les pensions les plus faibles, je pense que ça a du sens. Madame Rousseau a évoqué la question donc des hommes et des femmes, mais aussi des plus pauvres et des plus riches. Déjà, le système, ça a été largement documenté, entre les rapports de revenus entre les plus riches et les plus pauvres de notre société, des actifs, et le rapport des retraites. On améliore la situation pour les retraites parce qu'on a un régime de protection de à peu près d'un tiers. Donc c'est déjà un élément intéressant. Il faut le renforcer, je l'entends, il faut le renforcer. Et donc l'objectif, le président l'avait réévoqué, que pour les minimums de retraite correspondant à une carrière complète, qu'on puisse augmenter de l'ordre de 200 €. C'est un objectif qui me semble a du sens. Donc, qu'il y ait un effort supplémentaire qui soit demandé pour pouvoir augmenter le niveau moyen de pension et pouvoir augmenter la pension de nos concitoyens les plus modestes a du sens. Qu'est-ce que les points que j'avais évoqués aussi? Juste, je me permets, je le vois, je vais me permettre, Monsieur Delaporte, sur le ministre et les assistantes maternelles, essayons d'arriver au fond. Ça peut arriver à tout le monde quand on est au banc. Je me rappelle y avoir été au moment des systèmes de retraite où vous êtes sous le rouleau compresseur des questions des uns et des autres. Qu'il y ait une erreur me semble possible. Il est revenu tout de suite derrière sur son erreur. Je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière parce qu'on en fera tous. Vous en ferez. Non, mais sincèrement, ça ne grandit pas le débat de revenir. Vous pouviez, là, sincèrement... Monsieur Delaporte, vous aviez évoqué la question de l'augmentation des retraites qui n'était pas suffisante au regard de l'inflation. Moi, je vous rappelle juste... S'il vous plaît. Je vous rappelle juste que l'augmentation qui a été actée, vous-même, vous ne l'avez pas votée. Alors, je veux bien croire qu'elle n'est pas suffisante, mais vous n'avez même pas voté cette augmentation-là. Bon. Donc ça, c'est... Sur la question... des régimes spéciaux qui nécessitent... Non, attendez, ça, je l'ai évoqué. Ensuite, oui, sur la question de l'âge de départ en retraite. La question de l'âge, effectivement, il faut questionner la question de la pénibilité. Mais la question de la pénibilité doit être définie de façon objective et pas de façon catégorielle par définition. On voit bien que c'est souvent ce qui a été évoqué. La question de la pénibilité des chemins de fer, des conducteurs de train ne me semble pas la même que celle qu'il y avait il y a 50 ans. Et donc d'avoir un système qui s'appuie sur des critères objectifs, qui sont plus difficiles à définir peut-être qu'à dire, mais a du sens. Tel que j'ai entendu le président, je n'ai pas plus d'informations à ce stade-là. C'est bien sûr, il y avait une réflexion autour du décalage de l'âge de départ en retraite, mais d'une meilleure prise en compte et des carrières longues et des questions de pénibilité. Ça, c'est un élément indispensable pour la justice. On voit bien qu'il y a des métiers où il y a une usure physique, il faut en tenir compte. Et il y a d'autres aussi je pense qu'il y a des professions où on peut envisager sereinement un décalage de l'âge de départ en retraite qui créera peut-être plus de richesse pour la société, qui permettra aussi de financer de meilleurs droits sociaux. Voilà, je pense que j'ai peut-être fait le tour des questions, sauf s'il y avait peut-être des éléments complémentaires. Merci bien, monsieur le rapporteur. Merci. Donc, nous allons passer à l'examen des amendements. Donc, tout d'abord, je mets aux voix l'article 27 et l'état B qui ne font pas l'objet d'amendements. Qui est pour? Qui est contre? L'article 27 et l'état B sont adoptés. L'article 29 et état D avec un amendement de monsieur Catteau. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à augmenter les crédits finançant la retraite du combattant versés en témoignage de la reconnaissance nationale. En effet, nonobstant la légère diminution du nombre d'anciens combattants bénéficiant de cette pension, environ moins 7%, la baisse de 15% des crédits prévus par le PLF 2023
pour le financement de cette pension apparaît tout bonnement illogique. Par conséquent, cet amendement tend à majorer de 1,8 million d'euros l'action numéro 1 intitulée « Reconnaissance de la Nation ». Aussi, pour des raisons de recevabilité financière, le montant de crédit indiqué sera prélevé sur l'action numéro 4 nommée « Gestion du régime », ici du programme 742, dont le nom est « Ouvriers des établissements industriels de l'État ». Toutefois, en cas d'adoption de cet amendement, nous suggérons au gouvernement de lever le gage financier puisque, dans l'absolu, nous ne souhaitons pas diminuer les crédits finançant la gestion du régime. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Oui, merci, monsieur Catteau. Nous devons bien évidemment le plus grand respect aux anciens combattants et à la retraite du combattant, on est l'incarnation. Mais quelque part, c'est pas le budget qui fait le montant de la pension. Le montant a été revalorisé par l'article 174 de la loi de finances pour 2022 pour atteindre 782,6 € par an. De plus, Mme Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, a annoncé le 4 octobre dernier devant la Commission de la Défense une nouvelle revalorisation au 1er janvier 2023 pour prendre en compte avec un an d'avance la revalorisation des traitements des fonctionnaires sur lequel cette prestation est indexée. Donc cette revalorisation sera donc de 3,5%, ce qui représente rapporté aux dépenses pour 2023, qui sont estimées à 509 millions, une hausse de 17,8 millions d'euros. Donc votre amendement est ainsi satisfait et donc je vous invite à le retirer. Et d'autre part, je vous rappelle que c'est pas parce qu'on vote au budget que si ce budget était dépassé, les pensions ne seraient pas versées. Et c'est pas parce qu'on vote une augmentation qu'on le diviserait par le nombre de bénéficiaires pour avoir une augmentation. Donc le sujet des pensions militaires d'invalidité est totalement pris en compte et leur augmentation est totalement pris en compte dans ce budget. Donc je vous invite à le retirer. À défaut, je serai défavorable. Monsieur le député? Retrait. Je vous remercie. Monsieur Catteau, amendement suivant, le 140. Cet amendement vise à augmenter les crédits finançant l'allocation versée aux anciens membres de formation supplétive d'Algérie, autrement dit aux harkis. En effet, nonobstant la légère diminution du nombre d'anciens combattants bénéficiant de cette pension, la baisse des crédits prévus par le PLF 2023 pour le financement de cette allocation apparaît tout bonnement comme un manque de considération terrible pour ceux qui se sont sacrifiés pour un pays qui n'était pas le leur à l'origine, mais qui le considérait comme tel. Par conséquent, cet amendement tend à majorer de 1,5 million d'euros l'action numéro 2 intitulée « Allocation de reconnaissance des anciens supplétifs ». Je vous remercie. Merci bien. Monsieur le rapporteur? Alors, on est sur une explication similaire. S'agissant des retraites ou des prestations, c'est pas parce que les crédits sont dépassés qu'on cesse de verser les droits ou d'en liquider de nouveau. On ne va pas refuser une retraite ou une allocation au demandeur en lui disant que les crédits votés en loi de finances seraient épuisés. Et donc, les crédits qui sont inscrits au PLF intègrent le doublement des montants de l'allocation de reconnaissance et de la rente viagère dont les crédits sont retracés dans le programme. Donc le gouvernement va en conséquence déposer un amendement faisant passer les crédits de 19 à 37 millions, soit une hausse de 96%. Il y a eu aussi l'assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation viagère versée aux conjoints, notamment en supprimant les conditions de délai et de résidence. Et enfin, la création d'un dispositif de réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions de vie des personnes à leur accueil sur le territoire national. Je vous invite d'ailleurs à accompagner vos concitoyens qui auraient été accueillis à ce moment-là, dans ces conditions-là, dans leur démarche auprès notamment de l'ONAC de leur département. Donc, de la même façon, soit retrait, soit défavorable. Monsieur le député, vous le maintenez? Retrait? Très bien. Monsieur le député, vous avez à nouveau la parole avec le 141. Je vous donne le micro. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à augmenter les crédits finançant la pension versée aux sapeurs-pompiers victimes d'un accident. En effet, alors que le nombre d'accidents chez nos compatriotes sapeurs-pompiers augmente chaque année, les crédits accordés à cette pension restent inchangés. Cela constitue une preuve de négligence, sinon d'indifférence, à l'égard de nos héros du quotidien qui sauvent à eux seuls un nombre incalculable de vies humaines. Par conséquent, cet amendement tend à majorer de 1,5 million d'euros l'action numéro 6 intitulée « Pension des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accidents ». Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Je partage avec vous, monsieur le député, la reconnaissance que nous devons avoir et la solidarité avec nos pompiers, mais de la même façon, en toute hypothèse, votre amendement, s'il conduirait à majorer le montant des crédits ouverts sur cette action, n'augmenterait pas le montant des prestations versées. Il me semble donc inopérant et j'émets donc, sauf à ce que vous le retiriez, un avis défavorable. Monsieur le député, vous le maintenez? Je le mets aux voix. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre.
Il est rejeté. 2 amendements identiques. Madame Valentin, tout d'abord. Oui, je vais le retirer parce qu'en fait, le gage me gêne et que voilà, on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. N'empêche qu'il faut quand même qu'on se pose la question pour les agents publics du réseau des consulaires, puisque leur point d'indice n'a pas évolué depuis 2010. On arrive en 2023. Ça fait un peu long et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions pour eux. Très bien, sans déshabiller quelqu'un d'autre. Très bien, très bien. Donc, il est retiré. Amendement... Oui, monsieur Delaporte. Ah non, attendez, monsieur Delaporte, parce que c'est un amendement identique, donc je donne déjà la parole à madame Corneloup. C'est la même chose que ce qu'a évoqué ma collègue. L'objet de cet amendement, c'est bien de s'assurer que les agents des chambres de commerce et d'industrie soient inclus dans la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique à hauteur de 3,5%, puisqu'ils sont dans une situation particulière. Leur rémunération est calculée selon la valeur du point d'indice qui n'a pas évolué depuis 2010, soit 7 années de plus que les fonctionnaires. Très bien, mais vous le retirez par contre, madame, ou... Non, je le laisse. Vous le laissez, vous. Alors, donc, avis du rapporteur et ensuite monsieur Delaporte. Monsieur le rapporteur, je vous donne le micro, allez-y. Oui, bien qu'étant très sensible à la situation des agents des chambres consulaires et des organismes, enfin des chambres consulaires de commerce et d'industrie et des organismes consulaires en général, je pense que le CAS pension n'est pas le bon endroit pour une telle demande, parce que d'un point de vue formel, vous demandez la revalorisation du point des actifs des employés des CCI financés sur des budgets retraite. Donc c'est pas le bon endroit, c'est pas des revenus d'activité. Donc quelque part, ce seraient les cotisations des fonctionnaires et de l'État employeur qui abonderaient les points des salariés actifs des CCI. Donc je vous demande un retrait, même si la cause peut sembler juste. Vous le retirez. Monsieur Delaporte, il est retiré. Vous souhaitez... Oui, non, c'était juste pour dire que je ne sais pas où est-ce qu'on peut évoquer ce sujet, dans quelle partie du budget. C'est vrai que ce n'était pas forcément le plus adapté d'en parler sur les retraites, mais je pense qu'on a tous été alertés localement par nos chambres de commerce, par les agents des chambres de commerce, qui voient les fonctionnaires avoir des revalorisations et qui, eux, n'ont rien depuis tant d'années. Donc voilà, il convient d'intervenir et je suppose, monsieur le rapporteur, que vous pourrez peut-être faire remonter ce sujet aussi. Merci. Observation notée, monsieur Delaporte. Donc je mets aux voix l'article 29 et l'état D. Qui est pour? On vote, s'il vous plaît. Qui est pour? Qui est contre? L'article 29 et l'état D sont adoptés. L'article 30 et état G. Monsieur Turquois, vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement était un peu en phase avec le rapport thématique que je vous ai présenté. C'était pour la partie CAS pension, donc les retraites d'État, de rajouter donc que les indicateurs de performance fixés dans le bleu budgétaire du CAS pension n'évaluent que le coût de gestion du régime des retraites des fonctionnaires. Bien entendu, il est important, comme tout régime de retraite, de connaître et de maîtriser ce coût, mais le rapport que je vous ai présenté aujourd'hui vous aura, je l'espère, rappelé à quel point la qualité du service fourni aux retraités, aux futurs retraités, la transparence sur les informations qui les concernent et la fiabilité du montant de leur retraite sont importantes. C'est pourquoi je pense qu'il serait utile de connaître le nombre de dossiers présentant à l'issue de l'ensemble du processus de liquidation des erreurs de calcul ayant une incidence financière ainsi que le montant cumulé des erreurs constatées. Peut-être dit en clair, c'est quel pourcentage est entaché d'erreurs et quel est le montant de l'erreur moyenne constatée sur ces dossiers-là. Ça existe pour les dossiers du privé, mais ça n'existe pas pour les dossiers du public. Donc c'est le sens de mon amendement. Très bien, monsieur le rapporteur. Je le mets aux voix puisqu'il n'appelle pas de remarques. Qui est pour? Qui... Il y avait une remarque. Ah, une remarque bon, j'ai mis aux voix quand même. Ok. Bon, allez-y, monsieur Clouet. Merci beaucoup. C'est une interrogation sur la variable qui est utilisée sur le nombre de contacts téléphoniques. Autant les deux premières sont extrêmement claires sur l'enjeu de l'optimisation du service rendu, mais sur le nombre de contacts téléphoniques, ça interroge un petit peu sur le sens que ça peut avoir et notamment la dérive possible de l'indicateur vers une multiplication finalement des interactions entre l'usager et le service public sans forcément qu'il y ait derrière de conditions de qualité ou même, pour prendre le cas le plus aberrant qu'on pourrait imaginer,
ça signifie qu'il vaudrait mieux ne pas rendre le service immédiatement et d'avoir 1 ou 2 rappels ultérieurs pour du coup avoir une cible qui est qualitativement plus élevée. Donc ça m'interroge un petit peu sur cette phrase-là, ce qui n'implique pas un rejet général de la démarche. Très bien. Monsieur le rapporteur ? Oui, juste préciser, le SER, les retraites d'État, n'a même pas d'accueil physique. Donc c'est ça, la question a été évoquée à plusieurs reprises. Moi, je pense, je ne sais pas comment on pourrait le porter, mais la question de l'accueil physique, autant les maisons France Service, pour un certain nombre de publics, peuvent améliorer significativement les échanges, mais autant pour un certain nombre de dossiers, la capacité à échanger avec une personne identifiée en face à face est clairement identifiée, et notamment par la défenseur des droits. Et voilà, c'était déjà à travers cet amendement, je voulais essayer de porter la question d'une évaluation du service, mais je pense qu'il faudra y revenir, et plus largement sur les démarches administratives. On voit le côté angoissant d'avoir affaire qu'à une machine et taper 1 et taper 2. Voilà. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement donc, de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement portant article additionnel après article 47, et c'est Madame Gruet qui a la parole. Merci Madame la Présidente. Cette demande de rapport vise à chiffrer la différence de revenus entre celles et ceux qui ont cotisé toute leur vie et les autres. Il s'agit d'un problème majeur qui met à mal notre contrat social. En effet, la différence de revenus n'est pas assez ressentie entre celles et ceux qui ont cotisé toute leur vie et les autres. Or, les responsables publics ne peuvent pas se satisfaire de voir les Français qui travaillent dur toute leur vie, pour eux et pour la société, toucher une pension équivalente au moment de prendre leur retraite à ceux qui n'ont jamais cotisé au système. C'est la raison pour laquelle le législateur doit posséder toutes les informations disponibles afin de remettre en avant la valeur travail et être plus juste. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, sur cette demande de rapport. Alors, je partage, Madame Gruet, je partage totalement votre interrogation. Là, on était dans le cadre du CAS pension, donc ça dépasse largement le sujet de ce rapport. Donc, il y a tout un tas d'études qui sont faites, qui sont disponibles sur le sujet au niveau de l'adresse. Je partage ce sentiment profondément qu'il y a un besoin d'écart significatif entre des gens qui ont travaillé toute leur vie, peut-être au SMIC, et des gens qui ont une carrière beaucoup plus hachée ou beaucoup plus discontinue. Mais c'est, me semble-t-il, pas le lieu pour faire cette demande, et ça a été assez largement documenté dans des rapports de l'adresse. Donc je vous demanderai de le retirer. À défaut, je serai défavorable. Très bien. Madame la députée, je vous donne le micro. Oui, merci. En fait, je m'interroge également sur quelqu'un qui, par exemple, une femme d'agriculteur qui n'a pas forcément cotisé beaucoup, n'a pas droit au minimum vieillesse par rapport à quelqu'un qui n'a jamais cotisé à notre système et qui, du coup, bénéficie de ce minimum vieillesse. Alors, j'entends que ce n'est pas forcément la place idéale, mais j'aurais vraiment envie qu'on ait la garantie qu'on puisse s'interroger sur cette injustice. Et alors, je suis prête à retirer mon amendement si vous me donnez la garantie que dans le cadre de la réflexion qu'on va avoir sur les retraites, on pourra aborder vraiment ce sujet-là en profondeur. Rapporteur ? Je voudrais juste... ça a été le débat de ces dernières années à l'Assemblée sur la question des conjointes d'exploitants. Le statut de conjoint exploitant a apporté une protection sociale à des personnes qui n'en avaient pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est vraiment une trappe à faible retraite. Et parce que l'effort de cotisation est faible aussi. Et dans les réflexions qui ont été portées, notamment avec notre collègue Chassaigne, c'était aussi de faire le constat que la sociologie des agriculteurs évolue de la même façon que le reste de la société. Vous avez aussi des personnes qui ont un statut de conjoint d'exploitant, et puis un couple d'exploitants à 45, à 50 ans se séparent, et vous avez des personnes qui se retrouvent sans droit constitué, enfin avec des droits extrêmement faibles. Et donc a été adoptée une disposition comme quoi, à partir, je crois que c'était du 1er janvier 2022, à vérifier que le statut de conjoint ne sera
ne sera possible que pendant 5 ans maximum. Que ça permette éventuellement à quelqu'un, c'est un parcours de vie qu'on constate, on a commencé, on est conjoint d'exploitant, enfin, on est époux ou épouse d'exploitant, et puis on décide peut-être à 35, 38 ans de dire, tiens, je voudrais revenir sur l'exploitation. Eh bien, qu'au début, on a un statut de conjoint qui nécessite des faibles taux de cotisation, ça permet d'accompagner le lancement d'un projet, mais qu'après, si la personne veut continuer dans cette voie, et qu'elle passe sur un statut de chef d'exploitation, en termes d'ailleurs d'égalité homme-femme, je trouve que ça envoie un autre message que le mot conjoint. Donc le statut conjoint serait un statut temporaire, maximum 5 ans, et ensuite qu'il y a un statut de chef d'exploitation. Alors certes avec l'effort de cotisation qui va avec, mais pour créer une retraite toujours faible, mais quand même significativement supérieure. Après, dans le cadre des dispositions Chassaigne, il y a eu des revalorisations pour les conjoints d'exploitation. Très bien. Monsieur Clouet, vous souhaitiez intervenir ? Merci Madame la Présidente. Sur le fond de l'amendement, il y a 2 interprétations possibles pour les collègues qui souhaitent effectivement défendre la valeur du travail, soit la réduction des revenus des personnes qui ont moins cotisé, soit l'augmentation des salaires en démarrant par le SMIC et l'extension des régimes de cotisation à des pseudo-contrats sous-rémunérés, je pense ici au service civique ou au stage. Très bien. Donc sur ce, Madame Gruet, vous le maintenez ? Oui, donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Alors, mes chers collègues, nous allons nous retrouver donc mercredi prochain à 9h30 pour entendre une communication de Maude Petit relative à ses travaux sur la proposition de loi visant à permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple. Je vous rappelle également que nous devrons, sous réserve bien sûr de son inscription à l'ordre du jour par la conférence des présidents de demain, examiner la semaine prochaine la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à accompagner la mise en place de comités socio-économiques à la Poste. Et je salue d'ailleurs le rapporteur de cette proposition de loi, Monsieur Travers, Stéphane Travers. Je le remercie d'être là, et bienvenue dans notre très belle commission. Et enfin, bien sûr, avant de vous libérer, j'indique qu'il y aura une réunion de bureau tout à l'heure à 14h30. Voilà, je vous remercie et je vous libère. Je remercie bien sûr Monsieur le rapporteur pour la qualité de son rapport.